Bonjour, bonjour. Vous êtes donc sur la première rediffusion de Aux confins des sciences, une émission donc qui va parler de science et qui donc dans cette première émission va parler des Darwin Awards. Darwin Awards du coup qui ont été abordés sur une période de temps entre 1985 et 2001 dans cette émission, dû au fait qu'on n'avait pas un temps illimité non plus, sauf que j'avais prévu beaucoup plus de sujets que ça à la base. Donc, je le dis directement ici, il y a certains sujets qui ont été abordés de manière très rapide, j'en ai parlé, mais vraiment très rapidement. Donc je vous invite de votre côté à regarder un peu plus en profondeur ce sujet-là si ça vous intéresse. Toujours est-il que, bon, ça se ressent, j'ai essayé donc dans cette rediffusion de cutter un peu certains moments qui pourraient être un peu rushés ou en tout cas qui sont vraiment pas forcément compréhensibles, aussi les moments où j'avais du mal à parler, et les moments qui nécessitaient donc d'être un peu mieux accentués par rapport au rythme, parce que ça nécessitait d'être un peu plus dynamique. Bref, faire que l'émission soit un peu plus agréable à écouter, et un peu plus dynamique par rapport à ce qui se faisait à la radio. Dernière information, il y a une précision à apporter donc sur un événement qui se passe en 1982 dont je parle. Quand la personne essaie de descendre, vous comprendrez pendant l'émission, elle a des sacs de sable sur elle et elle a des ballons qui la portent. Sauf que pour pouvoir redescendre, elle va tirer avec son pistolet sur les ballons. Et ça, en fait, je ne le dis pas explicitement, en tout cas pas assez explicitement, ce qui fait que du coup, certaines personnes m'ont fait des reproches, notamment Bruno, que je salue sur la rediffusion, qui m'a dit du coup, justement, que c'était pas assez clair, et du coup, je tenais à vous le redire ici. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne émission, donc une bonne rediffusion de cette première émission. On se retrouve dimanche 25 janvier pour parler de l'intelligence artificielle. Bonne émission à vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans Aux confins des sciences. Voilà, cette émission qui va donc parler de thèmes scientifiques et qui va aujourd'hui aborder la notion des Ig Nobel pour donc cette première émission. Et je suis très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour parler justement de ce phénomène d'Internet qui vient à la base donc des sphères, on va en reparler, mais des sphères vraiment assez de niche, des universités américaines, et qui aujourd'hui est paru à peu près dans le monde entier sous forme de livres, mais aussi donc de sites et d'autres même qui ont fait la renommée de tout cela. Et je suis aujourd'hui très heureux de pouvoir vous retrouver dans cette émission. Je m'appelle Léandre et aujourd'hui je serai avec vous donc pour une petite heure pour parler de ce sujet. Alors, avant de commencer, petite information assez spécifique. Aujourd'hui, on va parler quand même de quelque chose d'assez sensible, puisqu'on va parler quand même de choses qui ne sont pas forcément roses dans la vie de tous les jours, qui sont les décès. Mais aujourd'hui, on va essayer de l'aborder plus sur un aspect plutôt, on va dire, d'essayer d'être assez respectueux des gens. Et puis aussi, c'est surtout de montrer qu'il existe quand même des personnes qui sont un peu bêtes, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, c'est de montrer que vous mourrez moins bête, parce qu'on ne peut pas échapper à ça. Mais par contre, s'il vous plaît, je le dis directement ici, tout ce que vous verrez ici, ne le faites pas chez vous. C'est quelque chose d'assez évident, mais on va parler d'explosion à la dynamite ou encore, par exemple, de nitroglycérine. Donc, s'il vous plaît, restez humble, ne tentez pas ça chez vous. Surtout qu'il y a des choses qui sont quand même assez simples à reproduire chez soi. Donc, s'il vous plaît, faites attention et soyez humble. Voilà. Alors, pour commencer un peu ce sujet assez folklorique, je vous propose déjà de citer la page Wikipédia française de ce sujet assez incroyable, qui dit la chose suivante. Les Darwin Awards, c'est un prix attribué à des personnes qui, mortes ou stérilisées suite au comportement particulièrement stupide de leur part, seront ainsi distinguées pour avoir de cette façon contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain. Alors c'est très sarcastique comme phrase et on reviendra un peu dessus, ça a fait pas mal polémique
sur le moment où c'est arrivé et encore maintenant. Mais le but dans cette émission, ça va être de voir à peu près comment ça a évolué, quel a été l'impact aussi culturel sur tout cela. Et je vous propose donc de revenir déjà sur Darwin, hein, qui est dans le mot Darwin Award. Charles Darwin, donc, qui était un biologiste, qui est né le 12 février 1809 à Shrewsbury, en Angleterre, et mort le 19 avril 1882 à Down, dans le Kent, qui est au sud-est de Londres. Donc c'est un naturaliste, pour être plus précis, et paléontologue britannique dont les travaux sur l'évolution des espèces vivantes ont révolutionné la biologie avec son ouvrage L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie, qui est paru donc en 1859. Alors ça, je le tire donc de la page Wikipédia associée à Charles Darwin, qui a aussi tiré donc des papiers sur l'Académie royale de Belgique ainsi que l'Université de Harvard. En tout cas, Charles Darwin a beaucoup proposé donc de concepts dans sa vie, notamment sur le fait qu'il a envoyé énormément de papiers quand il était dans l'expédition du Beagle entre 1831 et 1836, puisqu'il a passé les 2 tiers de son temps à terre. Il a fait pas mal d'observations géologiques, il a récolté pas mal d'organismes vivants ou de fossiles, et il a conservé pas mal de méthodes pour la collection des spécimens, et bon nombre d'entre eux ont été donc étudiés pour la science, hein, pour son voyage, notamment sur le fait qu'il a envoyé pas mal de lettres à Cambridge, du coup, sur ces différentes découvertes qu'il faisait à ce moment-là, puisque à ce moment-là, l'Église avait quand même une part assez importante donc, dans les décisions politiques, et c'était assez mal vu, du coup, le fait que sa théorie de l'évolution a pas mal bouleversé, chamboulé, si je puis dire, la vision des choses sur l'évolution humaine. Et c'était quelque chose qui était à la base assez, on va dire, différent des pensées de l'époque. C'est comme si en comparaison, vous sortiez un papier scientifique ou autre qui vient remettre en cause complètement la façon dont on pense le corps humain, par exemple, si vous faisiez quelque chose en médecine. Ou qui vient complètement, par exemple, dans un corps de métier, chambouler complètement la manière dont vont fonctionner les professionnels qui travaillent dans ce métier-là. Tout ça pour dire que Charles Darwin, c'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré en fait ceux dont on va parler aujourd'hui, puisque le sujet d'aujourd'hui vise à détourner ouvertement donc ce sujet pour en parodier justement l'évolution humaine sur sa forme la plus stupide possible. Toujours est-il que, pour revenir un peu sur l'histoire, il a été à un moment donné, de façon assez somme toute basique, la question donc de savoir comment on communique dans le monde pour pouvoir en fait parler de façon assez simple, hein, directement, de pouvoir arriver sur quelque chose de très compliqué. Alors, parlons bien, parlons peu. Dans les années 80, on avait un système de communication qui n'était pas comme celui d'aujourd'hui. Il y avait donc le BBS, Bulletin Board System, qui était ouvert au grand public, hein, qui permettait donc de communiquer. C'était un peu l'âge d'or de la communication, surtout dans les années 90, pour pouvoir en fait venir parler. Ça grésillait de partout, c'était pas quelque chose de super pratique. Et ça a été inventé le 16 février 1978, dans l'état de Chicago, du coup. Du coup, ça a été vraiment très démocratisé avec l'Apple II notamment. Et on arrive donc en 1985 et à ce moment-là, on va avoir donc l'essor de ce qu'on appelle Usenet, qui est donc l'ancêtre d'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui a notamment permis la formation justement dans les différentes universités américaines, dans un réseau local entre les universités, de permettre du coup la communication des différents usagers. Et du coup, on avait les prémices d'Internet et des différents sites web qui existaient avant le World Wide Web tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc, à cette époque, on a donc plusieurs choses qui arrivent. Déjà, en 1985, du coup, ce système est implanté. Il est arrivé déjà en 1979 de façon assez soft, hein, par 2 étudiants qui ont du coup voulu résoudre un problème de communication. Et pour aller plus loin, donc en 1985, le 7 août précisément, on a sur un forum qui s'appelle net.joke, on avait des noms assez simples à l'époque, quelque chose qui, somme toute, paraît assez fabulateur, hein, mais qui va permettre aussi de révéler un peu quelle idée se propage. On a donc les premiers prémices de... je dirais des Darwin Awards, puisque on va avoir donc le post suivant qui va être mis
ceux qui font le sacrifice ultime pour éviter que leur gène ne se propage. Alors on avait vraiment une idée un peu différente à l'époque et quand même assez engagée, qui rappelle aussi certains propos un peu diffamatoires qui peuvent être donnés aujourd'hui, mais en tout cas ce post a été fait par un utilisateur anonyme qui avait soit le nom Darwin, soit Evolution in Action, selon les archives. Et sur en fait les différents posts qu'il y avait, si je traduis le post en entier, le post était le suivant. Je propose que nous décernions un prix annuel à la personne qui, par sa mort, améliore le plus le pôle génétique humain. Nommons-le le Darwin Award, en l'honneur de Charles Darwin. Exemple, ce type qui a essayé de voler un avion en sautant d'un hélicoptère avec un parachute, mais avait oublié de l'attacher. Adieu les gènes de la compétence. Alors, c'est un propos qui est vraiment très engagé, et ce propos-là, en fait, il était un peu dans la communauté à l'époque sur les différents groupes qu'il pouvait y avoir, comme Reg.humour ou Talk.bizarre. Tout un pan, en fait, de l'humour d'Internet qui se développait. Humour assez sombre quand même, mais humour quand même. Et notamment sur Reg.humour, il y avait le partage d'histoires absurdes. Talk.bizarre, c'était les débats sur l'éthique, sur les Darwin Awards, justement. Et SCI.bio, c'était des discussions sur la validité scientifique des différents concepts qui étaient abordés. Et du coup, on commence à voir émerger différentes sources, suivant l'histoire, et on commence à mettre en place certains critères pour essayer de donner un sens aux différentes histoires qui sont données. Puisque en fait, on commence à voir qu'il y a toujours eu des morts, mais qu'il y en a qui sont un peu plus absurdes que d'autres. Et on commence donc à dire que, un peu en sous-main, on commence un peu à donner les critères suivants, qui sont que la mort de la personne, elle doit être auto-infligée par sa propre stupidité. Et que, en plus, les accidents normaux, par exemple la glissade sur une peau de banane, on les exclut parce qu'ils sont trop banals pour pouvoir être nommés au Darwin Award. Et on a quelques exemples marquants à cette époque-là qui sont donnés, comme par exemple l'homme fusée, donc en 1986 aux États-Unis, où quelqu'un s'est attaché 400 pétards sur un skateboard pour battre un record de vitesse, et en résultat, il a explosé et je vous fais pas un dessin, son corps n'a pas aimé. Ça a été archivé donc dans le San Francisco Chronicles en 1986, et donc ça c'est une des histoires qui a donné un peu vie comme ça. Il y a eu aussi l'histoire du pêcheur électrique en 1987 en Australie cette fois, où un homme a voulu uriner sur une ligne à haute tension en pensant que c'était un fil de pêche et qui est mort électrocuté instantanément. Ça a été publié donc dans The Age à Melbourne. Et enfin, on a eu donc une histoire d'un cambrioleur malchanceux qui tentait de voler un coffre-fort découpé, au Royaume-Uni, avec une scie circulaire, sans réaliser qu'il y avait du gaz lacrymogène à l'intérieur, et qui est donc mort asphyxié, selon The Guardian, en 1988. Toujours est-il que toutes ces histoires, elles ont permis de donner un peu les premières légendes aussi par rapport à ça, parce que ça, c'était des faits qui ont été sourcés, mais un des faits qui a vraiment propulsé le phénomène a été, donc sur les années 90, la légende de Jato Rocket Car, du coup, qui était soi-disant un homme qui avait attaché un propulseur d'avion à sa Chevrolet Impala dans le désert d'Arizona. Donc c'était en 1990. Et cette histoire en fait est inventée de toutes pièces. C'était un mythe qui a été développé en fait sur les différents forums, au même titre que l'histoire de l'homme récemment sur un lac gelé qui aurait balancé un bâton de dynamite à son chien en l'allumant et que le chien l'aurait ramené et ensuite que ça aurait été un feu de joie, on va dire. Mais toujours est-il que non, ces histoires n'ont pas forcément de base tangible. Il y a eu des histoires qui, elles, ont eu un semblant de vérité par la suite, mais toujours est-il que ça a contribué énormément à propulser le phénomène. Et donc, en 91, on a des premières tentatives justement de mettre en forme sur des sites internet. C'était très nouveau à l'époque. Et du coup, un utilisateur nommé Darwin MIT, donc on ne connaît pas son identité, va faire une FAQ du coup sur Usenet pour lister du coup tous les différents cas, sauf que y a beaucoup d'histoires qui ne sont pas vérifiées à ce moment-là ou très exagérées, ce qui va amener du coup à se demander comment on fait pour pouvoir avoir quelque chose de correct. Et à ce moment-là, du coup, il y a notre protagoniste principal dans cette histoire qui s'appelle Wendy Northcutt, qui est donc à ce moment-là étudiante en neurobiologie à Stanford et qui aujourd'hui du coup est biologiste moléculaire et qui a été diplômée donc de Berkeley et de Stanford. Et du coup à ce moment-là elle travaillait dans un labo de génétique.
Et puis elle lisait pas mal Usenet, du coup, tous les différents sites, etc. Et elle va se dire, tiens, c'est mal organisé, est-ce qu'on n'essaierait pas d'organiser ça dans un site web? Et du coup, elle va essayer de créer le site web justement de manière officielle pour archiver et vérifier tous les cas, et en plus pouvoir écrire un livre du coup pour propulser le phénomène à une échelle beaucoup plus grande. Ce qui, à l'époque, était quand même quelque chose que certains utilisateurs voulaient, d'autres ne voulaient pas, ça faisait un peu débat dans la communauté, mais au final ça s'est fait. Et du coup, le premier site qui a été fait, du coup, et qui est encore le site aujourd'hui, c'est darwinaward.com. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que au départ, sur Usenet, dans l'université de Stanford, du coup, Wendy Northcutt, elle avait voulu un peu partager ça avec les différentes personnes. Et ce qui se dit du coup sur le site des Darwin Awards, c'est que cette manière d'aborder tout ça, en fait, il y avait des échanges qui étaient faits. Et ce qui est marrant en fait dans l'anecdote, c'est qu'elle a littéralement congestionné tout le réseau de la faculté de Stanford. À l'époque, il était impossible de pouvoir se connecter à certains sites liés à Stanford, dû au fait que il y avait trop de requêtes qui étaient envoyées. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le site qui a été fait, parce qu'il y avait énormément de gens qui venaient. On raconte, alors ça c'est marqué sur le site des Darwin Awards, je ne sais pas si c'est vrai au cocktail, mais qu'il y aurait eu plus de 7 millions de visites rien que la première année sur le site, ce qui était énorme pour l'époque. C'est pour ça que je dis que c'était peut-être sûrement fabulé, dans le sens où c'était peut-être beaucoup moins, parce qu'il y avait moins de gens, en tout cas, c'était pas aussi accessible que maintenant, les recherches internet, mais en tout cas, c'était quelque chose d'assez connu déjà dans le monde universitaire, et puis surtout qui s'est vraiment démocratisé avec l'apparition du premier ouvrage, du coup, qui arrivera un peu plus tard, justement, dans notre histoire. Toujours est-il que, donc, en 93, du coup, ce site est créé via Wendy, du coup, et que pour pouvoir en fait avoir quelque chose d'assez bien, eh bien notre chère Wendy va mettre systématiquement du coup que chaque histoire doit avoir des sources, ce qui est pas mal du coup, avec des articles de presse, des rapports de police, des témoignages qui sont vérifiés, et pour les critères du coup elle va encore plus spécifier en disant que on peut avoir un décès ou une stérilisation, parce que c'était pas le cas à ce moment-là, et du coup à ce moment-là on dira que c'est une mention honorable. Et à ce moment-là, on a une perte directe de la capacité à se reproduire, que de plus, les causes, ça doit être une cause directe, en étant une action volontaire et stupide de la personne, et surtout, il doit y avoir des preuves tangibles, pas forcément des rumeurs. Et puis surtout, ce qui va compter aussi un peu là-dedans, c'est que si la personne a déjà eu des enfants avant, ça va pas être discriminant pour la suite, puisque comme c'était marqué dans une FAQ justement sur le site, il est très difficile de pouvoir vérifier si la personne a eu un enfant ou non avant. C'est juste que ça peut être compliqué à vérifier. Mais en tout cas, le but ici, c'est vraiment de donner un sens un peu sarcastique en fait à la manière dont s'est passé l'événement, pour éviter justement que d'autres personnes le refassent. C'est essentiellement ça qui est promu justement par les Darwin Awards, le fait de chercher à montrer précisément cela. Toujours est-il que, pour finir un peu notre histoire avant d'enchaîner sur une petite pause musicale, le premier lauréat officiel, ça a été donc en 1993, l'homme au bateau de dynamite du coup, qui est une histoire assez intéressante que je vais pouvoir développer ici. Alors, imaginez-vous que vous êtes donc aux États-Unis en 1992 et que un fermier du Texas, voilà, on va dire de façon très sympathique, on va y revenir juste après, mais tente de venir montrer donc ses talents pour déboucher son puits en jetant un bâton de dynamite dedans. Donc il allume une cigarette pour célébrer son magnifique atout pour ça. Et du coup il fait exploser la dynamite. Voilà, et il n'y survivra pas, c'est dommage. Mais toujours est-il que les histoires avec la dynamite, ça c'est quelque chose que les gens ils adorent. On y reviendra un peu après. Mais franchement, je pense que c'est quelque chose qui va revenir assez fréquemment dans notre histoire.
Toujours est-il qu'on va avoir donc, comme je disais, des réactions positives, négatives à tout ça, que ça va être paru dans certaines émissions, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partir donc à la recherche de certaines émotions en regardant donc plus précisément certaines musiques. Et ce que je vous propose, du coup, c'est de partir avec Freebird, voilà, qui va nous accompagner ici. Freebird, qui est donc un morceau assez connu sur la communauté internet, pour représenter un peu la bêtise humaine, comme on va le dire, comme on pourrait avoir du coup avec les Darwin Awards, ou les Jackass, qui sont aussi très inspirés de ce genre de phénomène, puisque là, la différence ici n'est pas forcément de mourir. Voilà. Tout de suite, un remix de Freebird. Petite musique assez sympathique. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird, yeah. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. M'en bats les couilles, abattu par la fatigue d'avoir rien branlé. Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B. Je pense qu'à glander, chanter, m'esquinter la santé. Mon cochon d'un des morts de faim, je lui donnais rien à manger. 15 appels manqués, rappelle-moi de jamais les rappeler. Aucun objectif, Je suis sûr de pas les rater. J'écris jamais de chansons, je suis sûr de pas les rapper. je suis fakir, je marche pieds nus sur des assiettes cassées. Il me reste une barre d'énergie, ça sent la panne de réseau. Tu viens tenir tes exos, je finis ma boîte de l'exo. Je vis dans mon 10 mètres carrés car là je couvert de crasse. Si je prends le balai c'est juste pour changer la poussière de place. Regarde comme il fait beau. Ouais. C'est l'heure pour aller jouer. M'en bats les couilles. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Non. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller Je jouer. reste à l'intérieur, je Regarde crois. comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Je vis en marche, plus ça va, plus je me détache. Déchiré sur les photos, même sur le périph', je souris quand y a les flashs. Je crois la syncope, à m'en rendre malade. Au réveil, le petit déj, c'est une fin de clope et une part de pizza froide. Fatigué, je trouve même plus la force de m'ennuyer. Tout ce qui traîne peut devenir un cendrier. On est resté bloqué sur les vieilles vannes de lycée. Si t'as pas de nouvelle histoire, on va les remasteriser. Je veux qu'on me foute la paix, je dors, je provoque la chance. Je suis à l'autre bout du canapé sur les photos de vacances. J'avance avec un fort taux de latence. Je me réveille à midi, j'ai la gaule à 18. Regarde comme il fait beau. Ouais. C'est l'heure pour aller jouer. M'en bats les couilles. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Non. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller Je jouer. reste à l'intérieur, je Regarde crois. comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Bonjour, j'ai une
4 saisons et une calzone, c'est ici? Tu peux garder la monnaie, j'ai mal au crâne quand je calcule. Des pizzas, des films bizarres, des femmes, des tentacules. J'allume une clope et pense à celle d'après pendant que je la fume. Comme une pucelle dans un gangbang, j'en branle pas une. Je prends l'évolution dans le sens contraire, je végète. Je descends même plus mes poubelles, je les lance par les fenêtres. J'ai la flemme de nettoyer mes fringues, je les jette. J'ai des portraits de mes ex, on fera des parties de fléchettes. Un t-shirt propre qui traîne égale nouvelle tête d'oreiller. La flemme d'aller pointer au taf, je me lève du mauvais pied. Je ramasse la PlayStation et les jeux qu'on m'a prêtés. Puis je trace un easy cash, tout est bon à monnayer. Regarde comme il fait beau. Ouais. C'est l'heure pour aller jouer. M'en bats les couilles. Regarde comme il fait chaud dehors. Faut sortir s'aérer. Non. Regarde comme il fait beau dehors. C'est l'heure pour aller Je vais jouer. rester à l'intérieur, je Regarde crois. comme il fait chaud dehors. Faut sortir s'aérer. Putain, c'est qui a dessiné le singe? Quel singe? Je suis sur les céréales. C'est les céréales les plus falches que j'ai jamais vues. Oh, les enculés, ils ont appelé ça des Coco Pops. Scred, il est déjà là? Ouais, il est dans le garage, on t'attendait pour enregistrer. Tu l'as fini ton truc? Non, il me reste une phase chelou, mais ça va le faire. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like
like I Eh bien, nous revoilà à l'antenne, tranquillement, mais sûrement nous revoilà. Eh bien, continuons un peu notre périple à travers tous les Darwin Awards, et cette fois, attaquons réellement des Darwin Awards qui ont existé, en commençant donc par une anecdote qui a formalisé donc tout le mythe des Darwin Awards, dont je n'ai pas parlé encore jusqu'à présent, qui est même sur le Wikipédia français donc des Darwin Awards, qui est l'anecdote de Larry Walter, l'homme qui a voulu voyager en fauteuil de jardin. Alors c'est très marrant puisque du coup son nom complet est donc Lawrence Richard Walter, surnommé Lawn Chair Larry, ou The Balloon Bandit, ou encore The Backyard Astronaut, qui sont des surnoms donnés par les internautes à cette époque, a fait le 2 juillet 1982 à 15h45 précisément l'exploit dans San Pedro en Californie, aux États-Unis donc, un décollage depuis le jardin du 1633e ouest à la 25e avenue, qui a atteint 4800 mètres d'altitude, soit 15 700 pieds, sur une chaise de jardin avec, vous allez le voir, un matériel assez atypique. Voilà. Et d'ailleurs qui a survécu, voilà, mais qui du coup a pris une amende de 4000 € et a perdu son emploi dû à l'événement donc, que je vais raconter à présent. Alors cet homme avait un rêve magnifique, celui de pouvoir voler comme un oiseau, qu'à ce moment-là il a 33 ans. Voilà, il est livreur de camions pour North American Van Lines, qui a donc été licencié après l'incident, et il n'avait aucune formation en aéronautique, il a tout fait en autodidacte, et était donc un pro du bricolage, qui avait des passions pour le modélisme, l'astronomie et les expériences scientifiques maison. Et il voulait s'inspirer donc des montgolfières et du film Those Magnificent Men in Their Flying Machine en 1965, donc film qui était du coup un film assez sympathique en noir et blanc du coup que j'ai vu pour l'occasion, qui a encore un peu de son charme à l'époque. Déjà avait du charme à l'époque, mais encore un peu de charme maintenant si vous voulez voir. Bon, c'est un peu mal vieilli dans le sens où c'est pas du tout les mêmes normes que maintenant dans les films, mais c'est toujours sympa à voir. Et bon. Cette histoire a peut-être inspiré le film Là-haut, donc de Pixar, puisque vous allez le voir, c'est assez marrant. Donc, bon, cet homme était un peu un génie fou selon ses amis à ce moment-là, et irresponsable selon les autorités du coin. C'est un célibataire qui vit avec sa mère, et sa mère ne savait rien du tout au moment de donner son projet. Et son devoir, il voulait voir San Pedro d'en haut comme un oiseau. Alors du coup, l'idée folle, elle lui vient en 1981, où du coup, il regarde des oiseaux voler depuis son fauteuil de jardin, il se dit, si les oiseaux peuvent voler sans moteur, pourquoi pas moi? Et du coup, il n'avait pas d'argent pour pouvoir faire ça, ni de licence du pilote, donc il se dit, il va bricoler un siège volant avec les moyens qu'il avait pour lui. Donc il va prendre 6 mois, avec un budget de $1100, et donc ses économies plus le petit boulot qu'il avait à côté, et il va acheter 45 ballons météo, pour à peu près $500 chez Army Navy Surplus Store. Il va acheter donc un fauteuil de jardin en aluminium pour $20, donc acheté en occasion, une bouteille de propane pour tester à $30,
un pistolet à air comprimé pour percer les ballons en cas d'urgence à 15 $ et un parachute emprunté à un ami parachutiste qui, du coup, l'a eu gratuit, mais il l'a même pas testé. C'est ça le pire. Et du coup, il va commencer à construire une machine volante pour voyager assez haut. Et du coup, il va prendre les ballons qui vont donc être des ballons en latex, gonflés à l'hélium, voilà, qui peuvent éclater d'ailleurs si jamais vous montez à plus de 3000 mètres d'altitude, pour ceux qui voudraient tester. Je ne conseille pas, bien sûr. Le fauteuil, du coup, il l'a renforcé avec des sangles et un harnais de sécurité. Il n'y a pas de dossier, donc pas de risque de basculement, selon lui. Peut-être. Hein. Moi, je ne tenterai pas ce qu'il a fait, mais... Il a mis du lest du coup avec les bouteilles de propane et des sacs de sable de 20 kilos. Et il a pris une arme de secours, donc un pistolet à air comprimé pour crever les ballons de secours. Et il a pris un altimètre qu'il a emprunté à quelqu'un, une boussole et une radio pour pouvoir appeler les secours au cas où. Pas de GPS, pas de contact radio fiable. Bref, la belle vie en 1982. Et du coup, il va gonfler donc le 2 juillet à 14h les ballons dans le jardin de la maison maternelle. Il va remplir du coup tous les ballons. Il va les attacher, etc. Et il va faire un décollage magnifique, puisqu'il va faire une dernière parole à son ami Marc. Donc il dit « Si je meurs, dis à ma mère que je l'aime et garde mes outils. » Voilà. Et du coup, il s'assoit dans son fauteuil, il coupe les cordes, et avec un couteau, il monte très vite, puisqu'il monte de 300 mètres en 30 secondes, donc à peu près à 10 mètres secondes, ce qui est quand même assez haut. Et du coup, il va faire un vol entre 15h45 et 16h de façon très simple. Voilà, il va prendre 1500 mètres en 5 minutes. Et il va vite se rendre compte qu'il y a des problèmes à faire ça, puisqu'il va rencontrer du coup le froid, voilà, qui va passer à moins 10 degrés à 1500 mètres à peu près. Du coup, il n'a pas de vêtements chauds à ce moment-là. De plus, les ballons, ils éclatent dû à la pression atmosphérique. Voilà, du coup, il perd en portance. Sa radio, elle n'est pas utilisable parce qu'elle n'a pas assez de portée, la radio qu'il a pris. Et du coup, il va réagir... après donc le vol en disant qu'au début c'était génial, puis il a réalisé qu'il contrôlait rien du tout et du coup il a prié pour la première fois depuis 20 ans de ce qu'il dit. Ça se comprend. Pour conclure un peu sur ce truc-là, ce qui est marrant, c'est qu'il est rentré dans un espace aérien interdit. Voilà, parce que bien sûr, qu'il passe au-dessus d'une zone armée, c'est cool. Et du coup, là, il y a 2 F-16 qui décollent de la base Marche ARB pour intercepter Larry. Voilà, du coup, le pilote de F-16, ils sont survolés, du coup, la personne à 200 nœuds. Il a fait un signe de la main. Ils ont cru à un canular jusqu'à ce qu'ils voient le visage paniqué du coup de Larry. Ce qui peut se comprendre, parce que si vous contrôlez un jour, je prie pour vous, hein, mais si vous contrôlez un jour un F-16, vous verrez que c'est très rare de croiser des gens avec un fauteuil de jardin volant avec des ballons, comme dans le film Là-haut. Voilà. Toujours est-il que... pour la descente, les ballons ils vont éclater un à un, donc du coup il va faire une chute libre mais assez lente quand même. Et du coup il va utiliser son pistolet à air comprimé pour crever 10 ballons pour ralentir un peu plus sa descente, selon lui. En fait, il va essayer de se démerder comme il pouvait en larguant du lest, en essayant de péter les ballons. Et il va faire un atterrissage miracle, voilà, sur un fil électrique d'une maison, ce qui va causer du coup la panne électrique de la maison en question. Il va être accroché donc au niveau du fauteuil à 3 mètres du sol. Et du coup, il aura juste donc une entorse à la cheville et une brûlure aux mains due à ce qu'il a fait. Et les premières réactions des pompiers, ils ont cru que c'était un accident d'ULM, puis ils ont vu le fauteuil de jardin, ils ont rigolé, puis après ils ont vérifié, ils ont vu que c'était vrai. Et il va être arrêté pour son crime, hein, parce que c'est quand même pas bien d'aller dans un espace aérien protégé. Voilà. Donc il va avoir 4500 $ d'amende, dont 1500 $ pour rembourser du coup les câbles électriques et tout ce qui est relatif à ça. Il perdra d'ailleurs son emploi dû à ça. Et les médias en parleront bien sûr dans ce truc-là. Il y a eu pas mal de procès aussi qui ont été faits dus à cela. Ça a donné vraiment lieu à la création donc, des Darwin Awards tels qu'on les connaît. Toujours est-il qu'il y en a beaucoup d'autres. Et pour faire un tour rapide sur tous ceux qui ont pu avoir entre 1993 et 2001, on a eu du coup... le premier Darwin Award, du coup, qui était l'homme à la dynamite, qui a utilisé, du coup, j'en avais parlé d'un autre, là, mais le premier officiel, voilà. C'est donc quelqu'un qui a un problème dans son congélateur, qui va vouloir, en fait, le décongeler. Donc, c'est un homme, c'est un Texan, voilà, qui se dit, ouais, on va venir décongeler le congélateur à la dynamite. Voilà, et je pense pas que le corps humain aime forcément se prendre de la dynamite juste à côté. En tout cas, cette personne a mis un bâton de dynamite dans son congélateur, donc en 1993. Et du coup, l'inconnu,
on n'a pas identifié la personne, en tout cas, ça n'a pas apparu dans les journaux officiellement. Par contre, ça a été confirmé donc, dans The Sacramento Bee, voilà, par un rapport de police, et ça avait été publié donc, en janvier 1993, et c'était arrivé en décembre 1992. Voilà. Toujours est-il que, ça s'est pas bien passé pour la personne, puisque elle n'avait pas du tout respecté les consignes de sécurité en étant beaucoup trop près en lançant l'explosif dans son congélateur, puisque c'est bien connu que la meilleure façon de décongeler un congélateur, c'est de balancer un explosif dedans. On a eu aussi d'autres personnes, par exemple, il y a eu un cambrioleur électrocuté puisqu'il a uriné sur donc, les fils d'un transformateur pour marquer son territoire, selon ses dires avec son complice. Il y a eu aussi du coup d'autres événements qui sont arrivés. On a eu aussi du coup un voleur de rails qui a voulu voler les rails d'un train pour les revendre, sauf que un train est arrivé au même moment et l'a tué sur le coup en lui roulant dessus, voilà, puisque le train a déraillé et l'a écrasé au passage. Il s'appelait Jeremy Scrap Iron Montgomery, voilà, c'est le surnom donné par les ferrailleurs locaux. C'est arrivé le 14 novembre 1993 et ça a été publié dans le New York Times le 16 novembre 1993. Voilà, il y a eu plein d'autres anecdotes sur celui-là. En tout cas, toujours est-il que dans tout ce qui est paru là, il y a eu d'autres trucs. Par exemple, il y a eu une légende urbaine qui était le parachutiste sans parachute, qui aurait sauté en parachute en criant de ne pas en avoir besoin. Alors, spoiler, il y a une histoire très similaire qui est arrivée quelques années après. On pourra en reparler dans une prochaine émission. Toujours est-il qu'il y a eu donc un essor médiatique sans précédent qui va arriver donc dans les années 95 sur les Darwin Awards et d'autres Darwin Awards sont arrivés. Donc par exemple quelqu'un qui a pêché avec un explosif en mettant une grenade dans l'eau, la grenade est remontée au moment donné où il l'avait mis et a explosé. Pas dans l'eau du coup, mais en dehors. On a eu aussi un voleur de cuve de méthane qui voulait voler la cuve, sauf que du coup, en ouvrant la cuve, il a gelé instantanément puisque le méthane s'est refroidi d'un coup. Et du coup, la personne s'est brisée en morceaux. Voilà, ça a été publié dans l'AP News en 1995. On a eu aussi quelqu'un qui a voulu tenter de voler au drive à pied dans l'état de Chicago. Il a été percuté par 3 voitures en 10 minutes. Voilà, et il en est mort en 1996. On a eu aussi quelqu'un qui a voulu s'imprégner donc d'essence, voilà, pour impressionner ses amis et il s'est immolé par le feu. Voilà, ça a été publié dans The Sun en 1997. On a encore ce qu'on appelle le plongeur de béton, puisque quelqu'un a plongé dans une piscine vide remplie de béton frais et a été noyé dans le ciment. Voilà. Toujours est-il qu'il y en a plein d'autres, voilà, que ça a été des histoires rocambolesques. Il y a eu par exemple 3 chasseurs en 1998 qui ont voulu faire donc ce qu'on appelle une chasse à la dynamite, puisqu'ils ont tiré sur un rocher pour voir ce qui se passerait. Sauf que bon, ce rocher c'était une bombe de la Seconde Guerre mondiale et ça a mal fini. Voilà, c'était 3 ans. Donc il y avait un ancien militaire, Mike Harper, qui était donc dans la Royal Engineer, qui était expert en explosifs autoproclamé. Voilà. On avait un ouvrier dans le bâtiment, qui était passionné de tir, et on avait un chômeur, amateur d'armes et de bière. Voilà, ça a pas fait bon ménage. Ils sont allés dans un terrain, voilà, en Angleterre, pour justement faire ça. Ça a coûté vraiment pas mal d'argent donc à l'Angleterre, puisque je crois qu'elle a dépensé quasiment 1,2 million de livres pour pouvoir déminer tout le terrain où avait eu lieu l'explosion. Et ça a été vraiment un sacré carnage, voilà. Il y a eu pas mal de conséquences justement sur les études de tout ça. En tout cas, il y a eu plein d'anecdotes qui ont été faites. Pour en donner une dernière avant de passer sur une petite pause musicale, on peut donner celle de 1999 où on a eu quelqu'un qui a essayé de voler une ligne à haute tension, voilà, et qui du coup s'est électrocuté à 50 000 volts. Quelqu'un de 28 ans qui était un ancien électricien licencié en 1996 pour vol, puis a été chômeur. Il a eu déjà 3 condamnations à son actif avant l'incident pour vol de câbles, trafic de matériaux et cambriolage. Et du coup, c'était un père célibataire d'une enfant de 5 ans, voilà, qui a été placé chez sa grand-mère après la mort du père et qui avait un revenu en 1999, donc à peu près de $120 voilà, annuels. Il avait besoin d'argent et il avait besoin surtout d'argent pour rembourser ses dettes de jeu. C'est pour ça qu'il a allé chercher ça. Du coup, avec son complice, il va essayer d'aller voler donc des câbles électriques sur quelque chose qui fonctionnait, voilà, produisait l'électricité et la centrale n'a pas aimé
Donc, il a fini rôti vivant, voilà, dû à l'électricité. Bien sûr, je suis assez sarcastique dans mes propos. N'allez pas faire ça, c'est très dangereux. Toujours est-il que on va pouvoir donc se laisser sur une petite pause musicale et on pourra reprendre juste après. Je vous propose donc un mix de Ennio Morricone, qui était donc dans le jeu Blur, pour ceux qui connaîtraient, donc de The Ecstasy of Gold par Bandini. I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart, changed my state of mind when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather, went from clear to gray, all that night and day. How can I go on with the cup falling apart? Love's so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby, your wish is my command. Baby, won't you understand that your wish is my command? What can I do to make my baby understand? Something tells me that I'm dreaming. I can see his head waving unaware of problems that have a tendency to keep
wish is my command. Baby, won't you understand? Your wish is my command. Baby, won't you understand? Your wish is my command. Baby, won't you understand? Eh bien, nous revoilà, voilà, tranquillement mais sûrement, pour finir un peu cette émission et parler d'une des anecdotes dont je voulais parler sur ce format, puisque l'un des Darwin Awards qui m'a fait personnellement le plus rire, c'est le suivant. Les voleurs donc de nitroglycérine, j'en avais parlé rapidement tout à l'heure. Donc, anecdote qui est parue en 2001, avec donc 3 voleurs russes, voilà, Ivan Petrovich Kourganov, voilà, ainsi que d'autres de ses compères, qui étaient donc pharmaciens à l'époque, voilà, et qui du coup, le 23 mars 2001, s'est décidé à aller piquer de la nitroglycérine dans un hôpital donc à Moscou, pour essayer donc de prendre cette nitroglycérine pour essayer de la revendre, voilà, parce que ça coûte quand même un sacré pognon quand même. Mais la raison pour laquelle ça coûte cher, c'est que c'est extrêmement dangereux. Ne faites pas de la nitroglycérine chez vous, c'est pas bien. Voilà, ça pète facilement. En tout cas, à ce moment-là, la personne avait 42 ans. Voilà. C'était un ancien fermier, puis voleur de médicaments, qui avait déjà été condamné 11 fois pour diverses choses comme vol, trafic de stupéfiants, falsification d'ordonnances. En tout cas, il y avait une sacrée bagatelle à son actif. Toujours est-il qu'il s'est décidé à vouloir voler de la nitroglycérine, pour pouvoir essayer justement de le revendre, voilà, qui donc avait à peu près une valeur de $3000 à ce moment-là. Et je ne vous fais pas forcément trop un dessin, mais quand vous venez secouer de la nitroglycérine, ça peut exploser très fortement. Et quand je dis très fortement, je pèse mes mots, puisque quand le FSB, donc les services de Russie, ont regardé pour essayer de regarder ce qui était arrivé, la voiture avait été évaporée dû au souffle d'explosion, et sur à peu près 200 mètres, toutes les vitres avaient explosé. Voilà. Si je pouvais donner un conseil dans la vie, ne jouez pas avec la nitroglycérine, ça peut avoir des conséquences assez drastiques, surtout que ici il y en avait quand même pas mal. Pour donner quelques dernières stats sur les Darwin Awards, alors ça peut paraître assez bizarre que j'ai cité quasiment que des hommes, mais la raison derrière, c'est qu'il y a certaines études qui ont été faites sur le sujet, et que généralement l'âge moyen est à peu près de 28 ans, et on compte à peu près 89% d'hommes pour 11% de femmes. Ce qui veut dire que si jamais il y avait des personnes qui voudraient un peu tenter des choses absurdes, je peux comprendre que ça puisse tenter certains, mais s'il vous plaît, ne le faites pas. Et puis surtout, si vous êtes ouvrier en bâtiment, ouvrier dans le bâtiment, donc ça représente à peu près 15% des cas, que vous êtes chômeur ou étudiant, voilà, 12 et 10% respectivement, et que vous habitez aux États-Unis, puisque c'est souvent il y a 45% des cas qui arrivent aux États-Unis, eh bien, bienvenue chez nous, chez les Darwin Awards, puisqu'il y a de fortes chances que vous fassiez une gaffe, voilà. Souvent dû à l'ivresse, les défis stupides entre amis, les tentatives de vol, les expériences scientifiques ou techniques ratées, ou encore le fait de se donner la mort involontairement. Voilà, il y a eu plein de cas qui existent. J'en ai donné quelques-uns, je pourrais en donner d'autres à un autre moment, peu importe. En tout cas, ça continue encore aujourd'hui, les Darwin Awards. J'en ai donné quelques-uns, il y en a d'autres. Le dernier en date, donc de 2025, c'est quelque chose aussi d'assez sympathique, puisque c'est en rapport donc avec des TikTokers. Voilà, TikTok toujours au centre de l'attention. Puisque ce qui s'est passé de manière assez sympathique, un TikToker qui veut se mettre en avant. Voilà. Diego M, donc 28 ans, influenceur de défis extrêmes à 89 000 abonnés sur Instagram et 45 000 abonnés sur TikTok, veut se mettre à 8h47 du matin à côté à faire un selfie avec un taureau. Voilà, taureau de quand même 520 kilos, une belle bête. Voilà. Et ça va pas très bien se passer. En tout cas, ça a été filmé sur les réseaux sociaux, commenté, partagé, et ça a été quand même assez viral. Et bien sûr, on ne préconise pas de jouer avec des taureaux, ni tout animal, puisqu'il y a eu des requins, il y a même eu si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a eu des poules à un moment donné. Bref.
Tout ça pour vous dire que faites attention à vous, ne jouez pas trop avec ce qui peut être bien, ne mettez pas d'œufs dans votre micro-ondes, puisqu'il y a eu aussi eu des cas où malencontreusement, si vous faites chauffer un œuf au micro-ondes, il peut exploser et puis ça peut projeter des micro-bouts dans votre œil et vous faire une hémorragie interne. Voilà, c'est magnifique. Et ne venez pas chercher à reproduire du coup les différentes expériences que vous pouvez voir sur cela. Je vous invite aussi à regarder du coup un peu de votre côté aussi tout ce qui peut se cacher derrière ça, derrière les Ig Nobel, parce que vous avez moyen de bien rire. Voilà. Je suis très content d'avoir fait cette première émission avec vous et je vous dis à la prochaine fois. Peut-être qu'on traitera le sujet de l'IA, voilà, puisque c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé en fait dans les médias, sur les réseaux, qui est à peu près partout maintenant, et qui a en fait certains bons comme certains mauvais côtés. Et aujourd'hui, en fait, on peut usurper des identités avec l'identité de quelqu'un, on peut l'usurper grâce à l'IA. On peut aussi venir en fait causer pas mal de problèmes juridiques ainsi que du coup certains problèmes d'informatique dus à ça. Le but, je pense, de l'émission sera de venir avoir une prévention contre ces systèmes-là et comprendre un peu mieux comment fonctionne ce système. Voilà. Bon, c'est tout pour moi. Je vais laisser la place à mes collègues qui sont juste derrière moi, qui vont vous faire découvrir un peu plus la culture rap US. Et puis, c'était Aux confins des sciences. Merci de votre écoute. Voilà. Bon, petit point en post-production, voilà. Pour que vous sachiez, à peu près, il est 1h du matin, voilà, pour ceux qui voudraient le savoir. Non, surtout, par rapport à l'aspect culturel et surtout religieux, j'en ai pas beaucoup parlé. Je vais juste refaire un point dessus comme ça au clair pour que ce soit fait. Effectivement, ça a fait beaucoup polémique de par le fait que c'est quelque chose qui porte quand même assez atteinte parfois à certains sujets religieux. Et bon, je le dis ici tout de suite, le but n'a pas du tout été de mettre en cause en fait divers points de vue culturels ou autres. Au contraire, ça a été justement de montrer la stupidité humaine et que justement ça sert à rien de valoriser ici la mort des gens par rapport à ce que certains pourraient penser, le fait qu'on valorise le fait de mourir. Non, au contraire. Justement, le but ici, c'était de montrer que, justement, vous avez meilleur temps de ne pas chercher à mourir comme ça et d'essayer de vivre un peu mieux et puis surtout d'apprendre de ces erreurs-là pour justement éviter de reproduire ces mêmes erreurs. Par exemple, je n'ai pas parlé du fait que c'est très dangereux de manger, plutôt d'ingérer d'un coup 5 cuillères de paprika ou de curcuma, en fait d'épices très sèches qui vont du coup amener à avoir des problèmes de santé et des problèmes respiratoires, et pouvant provoquer la mort, comme c'est arrivé sur certains Darwin Awards dont je n'ai pas parlé dans l'émission. Bon, toujours est-il que faites attention quand vous maniez donc des trucs comme ça. Faites attention donc chez vous, faites attention à vos proches, c'est important. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine émission qui sera donc sur l'IA, avec comme objectif donc de faire tout un pan sur l'explication de ce que c'est, rentrer un peu plus dans le détail par rapport à ce que les gens peuvent connaître de base, et surtout essayer de donner en fait des précautions et des manières d'utiliser ces outils de sorte à ce que ce soit le plus adéquat avec ce qui se fait actuellement, de sorte à ce que ce soit le moins dangereux par exemple pour l'environnement, et surtout savoir quelles sont les dérives qui existent par rapport à ces outils, et comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se cache derrière. Voilà. Je vous souhaite du coup une bonne fin de journée, et du coup à la prochaine Aux confins des sciences, émissions donc qui ont lieu tous les dimanches, tous les dimanches dans semaine paire, voilà. Donc la prochaine émission c'est le 25 janvier 2026 par rapport à là où je tourne actuellement cette post-production. Voilà. Bonne journée à vous.